Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. On Merci, continue merci. Au revoir. ce débat. Alors, Marie-Paul Babli, comme l'a dit le professeur David Dossé tout à l'heure, il a bien aimé cette grande mobilisation générale à Bamako et dans plusieurs villes à l'intérieur du Mali. Et les populations se sont fortement mobilisées pour apporter leur soutien à la transition. Est-ce qu'on peut parler d'une preuve irréfutable de la légitimité accordée aux autorités de la transition malienne, Marie-Paul Babli? Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec mon prédécesseur, excusez-moi. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien, allez-y. D'accord, très bien. OK. Donc, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne pense pas que ce soit un blanc-seing. Je crois que c'est une révolte générale du fait que cette jeunesse malienne ou par ricochet africaine se rend compte que vraiment les instruments qui étaient censés servir leur intérêt sont plutôt au service des nations extérieures. Et ça continue à frustrer, ça commence à blesser, et c'est tellement redondant que je crois que les peuples africains commencent à se dire on en a assez. On en a marre. Le problème malien, c'est vrai que ça se passe au Mali, mais regardez les interlocuteurs, ça vient du Togo, ça vient de la Guinée. En fait, on se sent tous concernés. La Côte d'Ivoire est passée par ce phénomène-là il y a 11 ans. La Côte d'Ivoire est passée par ce phénomène-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces chaînes de radio, il y avait le Facebook et tout ça n'était pas aussi développé. Donc la Côte d'Ivoire s'est retrouvée embourbée toute seule dans ce combat que le Mali est en train de faire aujourd'hui. Le Togo y est passé également. Mais je vais faire une petite aparté. Je suis de nature et fondamentalement contre les coups d'État parce que j'estime qu'un coup d'État en entraîne forcément un autre. Et ça ne permet pas à un pays de rester stable. Bien. Mais il y a des moments où, et il faut pouvoir clarifier les situations, lorsque le peuple s'est battu contre ces chefs d'État, je ne sais même pas comment les qualifier, juste par respect, je dis chefs d'État, qui embrigadent le peuple, ne permet pas à des jeunes de pouvoir avoir du travail, qui ne se préoccupent pas du fait que toute leur jeunesse est en train de fuir et préfère mourir dans la mer. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure, rien, depuis des années. Et ces chefs d'État, même quand le peuple sort, il y a l'armée qui va réprimander ou la police, il y a plein de morts. À un moment, les militaires deviennent la seule issue de sortie. Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier des coups d'État à succession, mais ça ne reste que la porte de sortie pour installer... Donc, Marie-Paul Babli, on peut dire qu'il y a des bons et mauvais coups d'État, alors. Mais il y a des... Non, mais écoutez, vous savez, on aimerait tellement être légaliste, mais il faut savoir que même dans le droit, il y a des exceptions aux exceptions. Sinon, il n'y aurait pas des exceptions aux lois. Vous comprenez? C'est vrai que les coups d'État ne sont pas toujours salvateurs, mais il y a des moments où ça reste la seule issue, surtout dans nos pays avec ces régimes. Donc, c'est le cas en Guinée qu'on a créé au Mali, alors? Voilà, bien sûr. C'est pas le cas, parce que c'est triste. Quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de coup d'État, nous en Guinée, où effectivement on essaie par tous les moyens, le peuple dit non, il ne faut pas faire de troisième mandat, non, il faut partir. Et que la personne s'entête, change la constitution, parce que effectivement, le pouvoir législatif a sa solde, le pouvoir exécutif a sa solde, le pouvoir judiciaire a sa solde. Mais évidemment qu'il y a un moment, le peuple se sent désuni, désarmé et ne sait pas quoi faire. Et est obligé de faire appel à l'armée, qui sont les seuls ayant les armes pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on voit des peuples sauter et danser lorsqu'effectivement il y a des coups d'État, même si ça entraîne après un vide constitutionnel. Exactement. Bien, on va finir par là. Maintenant, quand la transition se met en place, les militaires, bien sûr, disent toujours qu'ils viennent pour la transition. On a vu plein de militaires venir, finalement, sont restés au pouvoir. D'accord? Il y en a plein dans tous ces chefs. Et ça, c'est dangereux. Et là, ça devient dangereux. Bon.
À part quelques exceptions comme les Thomas Sankara, les Jerry Rawlings, qui ont pris le pouvoir et qui en ont fait quelque chose de bon, généralement, ce n'est pas aussi parfait contre les militaires parce qu'ils n'ont pas la vocation à gouverner. Ça, c'est vrai. Alors maintenant, pour le Mali, ils disent qu'ils vont venir faire une transition et demandent donc des années supplémentaires, 5 ans, enfin 4 ans supplémentaires. Il est certain qu'on peut toujours. En tout cas, le Mali traverse depuis des années une crise sécuritaire également. Hein, donc, on ne peut pas faire une transition de 6 mois quand même. Regardez, il y a eu 2 coups d'État successifs, hein, carrément. Quasiment. Donc, effectivement, ils disent qu'ils veulent mettre le contexte pour pouvoir faire de nouvelles élections et tout. Bien, maintenant, la CEDEAO, et nous le savons tous, on ne va pas se mentir, la CEDEAO est la solde des pays étrangers. Elle est financée par l'Union européenne comme l'Union africaine. Donc, effectivement, ce n'est pas une institution qui défend les intérêts africains. Elle défend les intérêts de ceux qui donnent les ordres. Ça, c'est clair. Regardez un peu, la France dit quelque chose, on sait très bien comment les relations entre la France et le Mali ont décliné depuis quelque temps. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Et le but de ça est de activer au maximum la population pour que la population se retourne contre le régime transitoire. C'est ce qui a voulu se faire en Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Eh bien, on vous coupe tout, y compris. Et en Côte d'Ivoire, on avait coupé même les médicaments. En tout cas, heureusement que les Maliens ont compris maintenant. Hein. Donc, voilà. Donc, ils ont compris. Donc, effectivement, 10 ans après, 11 ans après, les données ont changé. Seulement ce que moi je prône aujourd'hui. Il ne faut pas que ça reste lettre morte. Parce que c'est une aubaine, en fait, de pouvoir montrer que cette nouvelle jeunesse n'est pas celle même il y a 10 ans, n'est pas celle il y a 20 ans, ni il y a 30 ans. D'accord. Donc, aujourd'hui, je pense qu'au-delà de ce combat transitoire, il y a une forme de liberté demandée par les peuples. De dire aussi à l'ancien colonisateur, lâche-nous la grappe. Nous avons la possibilité aussi de choisir ce que nous voulons. Ce n'est pas à vous de nous insulter. Quel régime, qu'est-ce qu'on doit choisir à chaque fois? D'accord. Donc, c'est un ras-le-bol général. Exactement, un ras-le-bol généralisé. Voilà. Alors, on va relancer également Souleymane Konaté, coordinateur adjoint de la cellule de communication de l'UFDG, Union des forces de changement, qui nous accompagne également dans ce débat panafricain en ligne depuis Guinée-Conakry. Ouais, la même situation s'est présentée pratiquement en Guinée-Conakry. On l'a dit tout à l'heure que la transition guinéenne soutient également le peuple malien. La transition guinéenne laisse sa frontière ouverte au peuple frère du Mali. Et Souleymane Konaté, vous, en Guinée-Conakry, vous connaissez très bien ce qu'on appelle manifestation parce que vous avez mobilisé beaucoup de Guinéens dans la rue de la Guinée au Mali hier. Hein, mobilisation générale, là, vient de le dire le professeur de C. Marie-Paul Babli également. Alors, en politique, il y a un rapport de force. Est-ce que maintenant, la transition malienne a un rapport de force? Est-ce que c'est une preuve irréfutable de la légitimité accordée aux autorités de la transition malienne, Souleymane Konaté? Écoutez, je suis d'accord avec madame quand elle dit que ce n'est pas un blanc-seing accordé, n'est-ce pas, à la junte militaire au Mali. C'est parce qu'il y a une situation qui prévaut et aujourd'hui, le peuple africain, le peuple de la sous-région n'est pas en train de comprendre les sanctions, n'est-ce pas, de la CEDEAO et surtout ceux qui prônent ces sanctions-là ne sont pas des exemples en matière de démocratie, de liberté, de promotion des droits humains. Aujourd'hui, le peuple de la sous-région est fatigué que les ordres soient donnés par des pays occidentaux et exécutés par nos différentes institutions sous-régionales. Et cela est inacceptable dans une Afrique qui se veut respectueuse des valeurs de la démocratie et de tout ce qui s'ensuit. C'est ce qui s'est passé hier au Mali. Ceux qui sont sortis dans les rues du Mali hier, ils ont compris que c'est la France qui donne des instructions et la CEDEAO obéit. Et pour cela, ils ne sont pas prêts. Parce que la France était au nord du Mali. Il a fallu que Goïta s'engage avec la Russie, avec Wagner, pour voir la France se débarrasser, abandonner le peuple malien et partir. Et ils l'ont fait la même chose en Centrafrique et nous connaissons les conséquences de cela. Donc le peuple malien, encore une fois de plus, est libre de décider qui peut être son partenaire. Comme le rappelait le général de Gaulle, il dit que dans les relations entre État et État, ce n'est pas l'amitié qu'on voit, c'est les intérêts que nous voyons. Mais ceci dit, lorsque vous êtes dans une transition, comme je le rappelais tout à l'heure, la transition n'a pas pour vocation de durer. Heureusement que la junte militaire est disposée à dialoguer avec les partenaires sociaux, les partenaires politiques, même avec la CEDEAO, pour aplanir les divergences sur la question.
transition a deux objectifs principalement. Premièrement, c'est évacuer les affaires courantes. Deuxièmement, c'est de trouver des mécanismes pour permettre à ce qu'on organise des élections libres, crédibles et transparentes. Mais ce que la CEDEAO n'a pas compris pour le cas malien, c'est que le pays a des problèmes de sécurité. Tout le nord est envahi par des djihadistes. Aujourd'hui même, les régions qu'on considère être des régions en paix ne sont pas véritablement en paix parce que vous avez des djihadistes infiltrés au milieu de la population. Donc aujourd'hui, la préoccupation majeure du Mali, ce n'est pas forcément les élections. Et les élections ne sont pas des fins en soi. Quelqu'un rappelait tout à l'heure l'exemple du Togo. La CEDEAO a mis la pression. On a organisé des élections dans des situations totalement chaotiques et le résultat, nous connaissons. Il y a eu plus de 500 morts dans des crises post-électorales. Donc nous disons encore une fois de plus, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute et qu'on trouve le juste milieu pour permettre à ce peuple-là de s'en sortir. Parce que avec des sanctions prises par la CEDEAO, et vous savez qu'au nom du principe de subsidiarité dans les relations internationales, lorsque la CEDEAO décide, l'Union africaine va emboîter le pas, les États-Unis, l'Union européenne va suivre. Et c'est là, malheureusement, quand vous avez des institutions sous-régionales qui ne fonctionnent pas ou qui sont financées par des budgets étrangers, naturellement que les décisions vont être, les ordres vont être donnés par ces pays-là et ça ne reflète pas les réalités sur le terrain. Nous disons à la CEDEAO, pour une fois de plus, de choisir le peuple de la sous-région. Choisir le peuple de la sous-région, c'est accepter de dialoguer et prendre en compte les préoccupations essentielles de ce peuple-là. En tout cas, Souleymane Konaté, cette mobilisation continue. Il n'y a pas que les Maliens, il y a tous les Africains. Le professeur Dosser l'a dit tout à l'heure qu'il a reconnu le drapeau togolais. Il y avait également le drapeau ivoirien, guinéen, sénégalais. Donc, du coup, c'est l'Africain qui se réveille encore une fois. Du Nigeria également, algérien également. Alors, pour certains intellectuels africains, avec ce rapport de force, on pense que c'est plutôt la transition malienne qui est en train d'instrumentaliser les peuples africains, puisque pour eux, le Mali n'est pas encore totalement prêt pour se départir de la France, où on pense plutôt qu'on tient des discours populistes. Que répondez-vous à ces intellectuels africains ? Écoutez, ça n'a rien à voir. Je dis simplement que la question est tellement préoccupante aujourd'hui dans la sous-région qu'il faut discuter des questions avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de recul. Ce qui s'est passé hier au Mali est une preuve éloquente que la jeunesse africaine, la jeunesse de la sous-région est fatiguée que les ordres, les décisions qui engagent la vie, qui engagent la vie de nos nations soient prises ailleurs. C'est une jeunesse qui a soif de la démocratie, de la liberté, mais surtout de la promotion des droits humains. Quand vous avez un pays où le taux de chômage est en recul depuis des années, on ne connaît même pas le nombre de personnes qui travaillent. Quand vous avez des pays où la précarité économique et sociale est une règle, quand on vous dit que ce sont ces puissances-là qui ont des gros contrats dans votre pays, et même pour des travaux, comment on appelle ça, qui ne demandent pas une grande expertise, vous êtes obligé d'amener des Français, des Belges, ainsi de suite, alors que vos peuple peut faire ces travaux-là, nous disons que ça ne fonctionne pas. Parce que la plupart des temps, les chefs d'État, là, ils sont venus au pouvoir dans des conditions totalement irrégulières. Ce sont des intérêts mafieux occidentaux qui les ont mis là. Donc, ils sont obligés de travailler pour ces intérêts-là au détriment de leur peuple. C'est ce qui se passe. Comment on peut condamner un coup d'État, par exemple, au Mali et soutenir Alassane Dramane Ouattara? Ça n'a pas de sens. Comment on peut condamner un coup d'État en Guinée et soutenir la junte militaire au pouvoir au Tchad? Exactement. Voilà ce qui fait mal. Un coup d'État est égal à un coup d'État. Madame le rappelait tout à l'heure. Il y a de ces moments, lorsqu'il y a un coup d'État, on est tenté de saluer, même si cela n'est pas bien pour un démocrate. Mais lorsque vous avez un président de la République qui a décidé de confisquer le pouvoir, de confisquer les libertés individuelles et collectives, de ramener tout à son niveau, c'est lui qui décide de tout, et pour cela, il est prêt à tuer, à maltraiter sa population, à vous maintenir dans la précarité pour conserver ce pouvoir-là, nous disons le plus souvent qu'il n'y a que l'intervention de l'armée pour redonner ce pouvoir au peuple, comme le rappelait l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, qui disait que lorsqu'un président de la République prend la responsabilité de confisquer le pouvoir, les libertés individuelles et collectives, avec la bénédiction des juges, il appartient naturellement à l'armée de prendre ses responsabilités et redonner le pouvoir au peuple africain. C'est ce qui est en train de se passer un peu partout. Alassane Ouattara a peur, M. Yadema a peur, parce qu'ils savent que si la junte au Mali réussit à leur tenir tête, si la junte en Guinée réussit à leur tenir tête, ça va donner des idées aux militaires d'autres pays pour les dégager de leur fauteuil. C'est ce qui inquiète aujourd'hui. D'accord. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.